Bonjour tout le monde. Mon nom est Nicolas Diorio. Je suis accompagné de mon associé, Maître Geneviève Baudin. Il nous fait plaisir de vous convier à ce webinaire qui est en fait la première partie d'un webinaire qui est intitulé « Le milieu de travail et les défis de la deuxième vague, les enjeux juridiques et évidemment qui résultent de la gestion des ressources humaines dans ce contexte bien particulier auquel nous sommes confrontés ». Vous avez été nombreux et je dirais même enthousiastes quand on voit les questions, les commentaires que vous nous avez adressés à l'époque, au printemps, quand on était confronté à une situation qui était inimaginable. On a à ce moment-là eu à innover, on a eu à vous présenter des solutions qui étaient faites sur mesure, adaptées aux problématiques auxquelles vous étiez confrontés. On constate que toutes les organisations et toutes les personnes concernées ont appris beaucoup de cette expérience. Mais on constate maintenant que dans l'accompagnement qu'on fait dans ce processus, dans ce cheminement, dans cette expérience avec vous, qu'il y a énormément de défis qui résultent de cette deuxième vague. Et c'est ce que moi et ma collègue, nous voulons aborder avec vous. Donc, brièvement, je me présente, Nicolas Diorio. Je suis un associé du cabinet BCF. Nous avons une belle et grande équipe chevronnée. Et notre défi, nous, c'est de vous mettre à l'avant-garde en matière de gestion des ressources humaines. Et c'est ce que nous faisons par l'entremise de ces webinaires. Merci, Nicolas. Alors, je suis Geneviève Baudin. Je suis également associée chez BCF. Je représente les employeurs tant dans les milieux syndiqués que non syndiqués depuis près de 20 ans. Et puis, je les aide à s'adapter à toutes sortes de situations. Et la pandémie est certainement une des situations exceptionnelles dans lesquelles on peut vous aider. Alors, la présentation aujourd'hui va être divisée en 4 grandes parties. La première, un nouveau recours pour les salariés. On veut porter à votre attention ce recours-là, qui est un peu caché dans un décret qui est apparu dernièrement. Il n'a pas été beaucoup publicisé. Alors, Nicolas va vous en faire part. Ensuite, on va regarder ensemble la gestion des différents cas de confinement. Alors, il y a eu beaucoup de règles qui ont été émises par les autorités publiques pour savoir qui doit s'isoler, dans quelles circonstances, pendant combien de temps, etc. Donc, on va essayer de synthétiser le tout pour vous. Ensuite, Nicolas va aborder les conséquences pour le travailleur en cas de manquement aux règles de santé et sécurité. On s'aperçoit que les employeurs, souvent, vous êtes bons pour la gestion de la discipline de façon générale, mais c'est comme si plusieurs d'entre vous êtes un peu déboussolés lorsqu'il arrive des manquements aux règles de santé et sécurité. Vous perdez un peu vos repères, puis on va revoir ce point-là avec vous pour vous aider. Puis finalement, comme vous savez, il y a eu la fin de la fameuse PCU dernièrement, mais il y a 3 nouveaux programmes gouvernementaux du côté fédéral qu'on veut brièvement aborder avec vous. Alors, dans un premier temps, Nicolas, ce nouveau recours. Bien, merci Geneviève. Donc, en ce qui concerne le nouveau recours, je rappelle une chose. Les recours dont disposent les salariés dans notre régime de droit sont évidemment créés par des lois. Ces lois sont adoptées par l'Assemblée nationale, mais avant, très important, il y a un débat. Et au cours de ce débat, où tous les partis politiques, chacun intervient, chacun y va de ses commentaires, de ses suggestions, de ses critiques à l'égard de ce qui est envisagé comme disposition législative, bien, le projet est raffiné puis est amélioré et c'est le résultat qu'on obtient qui est la loi. La grande particularité ici, et j'ai beau fouiller dans ma mémoire, je ne trouve pas de recours de droit du travail de l'envergure de celui-ci qui sont adoptés par un décret. Un décret, c'est l'équivalent d'un règlement. En fait, c'est une action du gouvernement. Ce n'est pas l'action de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas les élus dans l'Assemblée nationale qui votent ça. C'est simplement les gens qui composent le gouvernement. Donc, le Conseil des ministres qui adopte un décret, ce qui est une grande particularité. Et on va le voir, ça se ressent au niveau du résultat. Alors, il y a des ordonnances qui sont adoptées en vertu de la loi sur la santé publique. Celui-là, ici, c'est donc un décret qui est le 9 septembre 2020. Et il interdit de congédier ou d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles. Ça, c'est donc une mécanique avec laquelle on est familier. On pense, entre autres, à l'article 15 du Code du travail et suivant, c'est l'article plein de l'article 16. Et on pense aussi aux articles 122 et suivants de la loi sur les normes du travail. Donc,
et autres sanctions. Mais notez bien, les paroles sont importantes. S'il s'absente du travail, donc première condition, c'est qu'il doit y avoir une absence du travail. Pas d'absence, pas d'ouverture au recours. Pour une période maximale de 14 jours, et les 14 jours doivent être continus. Donc, 5 jours, retour au travail, une demi-journée, c'est pas bon. Que ce soit 14 jours continus. Et que cette absence découle du fait qu'il s'isole. Première remarque, partout, là, on parle d'isolement, de retrait, de quarantaine, de confinement. Mais sachez que vous n'avez pas une définition englobante, cohérente, compréhensive, qui nous décrit exactement c'est quoi l'exigence de l'isolement. Et pourquoi je parle de ça? Bien parce que pensez-y, votre employé qui s'isole, bien, il faut qu'il dorme, il faut qu'il mange, il faut qu'il s'occupe de son hygiène personnelle. Alors, ces circonstances dans lesquelles il habite et il vit vont faire en sorte que, qu'est-ce qu'on entend par isolement? C'est important parce qu'il doit y avoir lui s'isoler. Alors, je vous donne juste un exemple concret qu'on a eu, une situation qu'on a eue. L'employé, il s'isolait, mais qu'est-ce qu'il faisait? Bien, sur Facebook, on voyait qu'il sortait pas mal pour quelqu'un qui s'isolait. C'est pas ça, s'isoler. S'isoler, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, je m'isole, je vais m'isoler, je vais le faire ce matin, mon isolement, mais cet après-midi, je vais sortir un peu pour me changer les idées. Il s'isolait du travail. Et il s'isolait en vase clos, mais de manière disjonctive. Mais c'est de manière consécutive qu'il faut le faire. En application d'une recommandation ou d'une ordonnance d'une autorité de santé publique. Geneviève aura l'occasion de vous parler beaucoup de l'interaction avec l'autorité de santé publique, mais notez bien que c'est un élément crucial. Ce n'est pas l'employé qui dit « Ah, mon fils à l'école, ça ne va pas bien, il y a une situation dans sa classe, j'ai décidé de rester au travail, puis il n'y a eu aucune communication, donc aucune recommandation, aucune ordonnance d'une autorité de santé publique. » et qu'il n'est pas en mesure de travailler. Ça, c'est un autre élément qui est important parce qu'on peut être isolé puis on peut être en mesure de travailler. Alors, la protection, c'est donc ces 5 conditions cumulatives qui doivent être respectées. Là où c'est particulier, c'est que depuis le début de l'urgence sanitaire, 61 décrets et 73 arrêtés ministériels ont été adoptés. Il est important de rappeler que la loi sur la santé publique donne au gouvernement le pouvoir de décréter un état d'urgence sanitaire. C'est ce qui a été fait le 13 mars 2020. Cependant, la loi prévoit aussi que ce décret d'urgence est valide pour 10 jours. Il prévoit qu'après 30 jours, il faut aller devant l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un débat pour savoir si on va maintenir cet état d'urgence. Ça ne s'est jamais fait. Toute la période qui s'écoule du 13 mars 2020 à aujourd'hui n'a jamais fait l'objet d'un débat en Assemblée nationale, contrairement à ce qui est prévu à la loi. Et ce qu'on a fait du côté du gouvernement, c'est qu'on s'est prévalu de la disposition où on peut renouveler de 10 jours en 10 jours. Mais évidemment, si on dit qu'après 30 jours, il faut aller devant l'Assemblée nationale, il faut donc conclure que de 10 jours en 10 jours, c'est juste bon pour 3 occasions, en fait. Une fois et 2 renouvellements, ce qui ne semble pas avoir été le cas. Donc, au niveau de l'action gouvernementale, déjà, il y a un questionnement d'ordre juridique important qui doit être soulevé quant à la validité même de la démarche. Ce recours s'appuie donc sur l'article 123 de la loi sur la santé publique, qui fait référence que pour protéger la santé de la population, et notez le paragraphe 2 que vous avez devant vous à l'écran, donc 123.2, ordonner la fermeture des établissements d'enseignement. Et là, on dit, ou tout autre lieu de rassemblement. Ça soulève la question, est-ce que votre usine, est-ce que vos bureaux, c'est un lieu de rassemblement? Il va de soi que quelqu'un qui se promène dans la rue et qui regarde votre usine, il ne pensera pas que c'est un lieu de rassemblement. Il peut peut-être penser qu'une église, c'est un lieu de rassemblement. C'est rare qu'on va penser, on va voir une usine ou un bureau comme un lieu de rassemblement. Donc, une autre problématique qui est ici. Et interdire l'accès à tout parti du territoire concerné. Ça va. Donc, on ne veut pas que les gens se rendent dans telle région. Et là, on parle du confinement. Si vous regardez, on le met souligné en bas, confinement. Si les personnes touchées n'ont d'autres ressources à éveiller, si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, à leur ravitaillement. Alors, ce qu'on pense, c'est que, par exemple, il y a un grand verglas, il n'y a pas d'électricité, il fait froid, c'est l'hiver. Bien, à ce moment-là, on ne veut pas que les gens sortent parce qu'ils dehors, ils sont assujettis à la noirceur, ils peuvent se blesser ou quoi que ce soit. Et là, on prévoit donc le confinement, puis on dit qu'il faut les nourrir. On donne l'autorisation au gouvernement de voir à les nourrir, à les héberger, à les ravitailler. On comprend très bien que ce n'est pas du tout
ce qui se produit ici, mais c'est le sens qu'aujourd'hui on va donner à ces termes-là. Donc, encore là, des questionnements au niveau de la légalité de la démarche du gouvernement. Et on va ensuite ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé. Mais quand on a ces dispositions-là à la fin d'une énumération dans une loi, bien évidemment, l'interprétation doit se faire par le même genre de situation qu'on a visé antérieurement. Et ce que vous voyez au bas de l'écran, de la diapositive à l'écran, c'est une problématique qui est importante. C'est que la loi sur les normes du travail n'est pas modifiée comme telle. Alors, comment je l'exerce, mon recours? C'est qui le tribunal qui est compétent? Aucune mention dans ça. Mais comment je fais pour savoir qu'est-ce qu'il y en est là? D'où mon commentaire au début. Quand un recours est créé par une loi, il y a un débat important qui a lieu. Et c'est là qu'on corrige toutes ces lacunes-là auxquelles je vous ai fait référence. Quand on le fait par un simple décret, quand on est assis autour d'une table du cabinet des ministres, qui est quand même un exercice important, il faut le reconnaître, c'est peut-être le genre de résultat auquel on est confronté aujourd'hui. Merci, Nicolas. Donc, pour la deuxième partie, la gestion des différents cas de confinement, vous, comme employeur, vous avez l'obligation d'identifier les personnes, les travailleurs qui pourraient poser des problématiques, des risques au niveau de la santé et sécurité dans votre milieu de travail. Donc, depuis le mois de mars, avril, vous faites passer des questionnaires, des auto-évaluations à vos salariés pour vérifier est-ce qu'ils ont des symptômes principaux de la COVID ou encore des symptômes secondaires. Mais ensuite, une fois qu'on a cette information-là, qu'est-ce qu'on fait avec l'information? C'est quand on doit demander le confinement ou pas de la personne. Alors, c'est important que vous sachiez ces informations-là, mais je dirais aussi que vos gestionnaires aient connaissance de ces règles-là. Puisqu'on ne veut pas avoir une situation où un travailleur appelle un gestionnaire X et qui lui dit « Ah, bien, dans ce cas-là, tu dois rester à la maison. » Puis le même salarié aurait pu appeler le gestionnaire Y qui, lui aurait donné une autre réponse. On veut aussi que vous sachiez ces règles-là pour ne pas faire la une des manchettes comme on a aujourd'hui dans un cas d'un CHSLD où une personne, un salarié, a eu la COVID. Il y a eu une quarantaine de 7 jours. L'employeur dit « Je ne savais pas que c'était un 10 jours », puis on fait les manchettes malheureusement pour ça. Donc, des règles à savoir, à avoir à l'esprit. On va passer en revue avec vous les 5 situations où il peut y avoir isolement d'un travailleur. On va faire certaines remarques sur les enquêtes de la santé publique, mais c'est important de garder à l'esprit que ces règles-là qu'on va éditer, c'est les règles présentement en vigueur de la santé publique, mais il se peut que dans votre cas particulier, la santé publique vous donne des directives plus spécifiques qui peuvent diverger un peu de ce qu'on va vous dire là. Mais présentement, on va vous présenter les règles générales. Avant de se faire, Nicolas, peut-être un petit mot sur le fondement légal de ces règles d'isolement-là. Donc, je vous en mentionnais tantôt, je fais simplement compléter ici. Elles sont fondées sur l'article 123 de la santé publique, qui, comme vous le voyez, parle de confinement, pour le souligner. Mais on ajoute confinement et veiller, donc faire les deux. N'ont pas d'autres ressources. Si les personnes n'ont pas d'autres ressources, ils doivent les héberger, les ravitailler et les habiller, ainsi qu'à veiller à leur sécurité. C'est pour ça qu'on dit que c'est une autre situation qui semble être envisagée par que celle dont on parle présentement. On a donc pris cette loi-là et l'exemple que je donne toujours, évidemment, on a un lave-auto, mais on avait un camion à faire laver. Donc, on l'a passé dans le car wash pareil, même si c'était un camion. Et c'est un peu ça que ça donne au niveau des résultats qu'on a présentement. Donc, les décrets sont adoptés en vertu de cette loi suite à la déclaration de l'état d'urgence. Et il y a arrêté ministériel qui autorise le directeur national de la santé publique, mais aussi tout directeur, parce qu'évidemment, dans chaque région, à ordonner l'isolement dans certaines circonstances. C'est ce qu'on voit, mais on parle de confinement. Ce qui veut dire que même là, au niveau du fondement légal, l'assise n'a jamais été testée devant les tribunaux jusqu'à maintenant, mais si elle l'était, elle ferait face à certaines difficultés importantes. Il y aurait certainement un argument solide à faire pour dire que cette façon d'agir-là n'est pas conforme à la loi. Et on peut en débattre certainement, mais vous comprenez dans le délai, le temps court que nous avons devant nous, mais nous, on vous fait réaliser qu'il y a quand même des particularités importantes qui n'ont pas été considérées ici. Bon, évidemment, en ce qui concerne le retour des personnes de l'étranger, bien, il y a la loi sur la quarantaine qui est une loi fédérale. Puis comme je vous le disais, tant la loi fédérale que la loi provinciale ne définissent pas c'est quoi s'isoler, c'est quoi
confiné, puis c'est quoi être en quarantaine de manière compréhensible dans le sens que en faisant le lien avec la réalité à laquelle nous sommes confrontés en 2020. Les retours de l'étranger, Nicolas, donc ça fait partie, c'est le premier scénario possible d'isolement. Oui. Donc, il faut avoir à l'esprit que même de nos jours, on voyage. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager à l'étranger depuis le début de la pandémie. Mais évidemment, au retour, j'ai dû me soumettre à une période d'isolement de 14 jours. Je vais vous dire que ce qui est très curieux quand on a cette situation-là, et si vous avez des employés ou vous-même dans votre organisation qui avaient à le vivre, c'est qu'on a toutes sortes de questionnements qui ne sont... par exemple, j'arrive à l'aéroport, on me dit que je dois m'isoler, mais OK, mais comment je fais pour me rendre où je dois aller? On a des responsabilités de notre famille et tout, comment on voit à ça. Mais je vous soumets une situation, c'est qu'à un moment donné, on a voulu être testé. On a contacté la santé publique. Allez vous faire tester. Vous dites qu'il faut être encore en isolement. Oui, mais écoutez, monsieur, il n'y a pas d'autre moyen. Là. Il dit, quand il n'y a pas d'autre moyen, il dit, vous pouvez sortir, vous pouvez aller vous faire tester. Donc, voilà, c'est une façon et on est allé se faire tester. Donc, c'est assez... les contours, disons, sont assez souples de cette exigence-là parce qu'il n'y a pas eu de définition puis il n'y a pas eu de règles élaborées qui ont été adoptées dûment pour ces choses-là. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a même des exemptions possibles pour des raisons humanitaires. On peut aussi demander, et c'est important que vous le sachiez pour vos organisations, il y a 4 ministres du cabinet fédéral qui sont autorisés à signer des exemptions de la loi sur la quarantaine. Mais notez une chose qu'il faut le dire parce qu'on a eu des demandes à cet effet, c'est que les journalistes surveillent cette liste-là et nomment les gens qui en ont bénéficié dans les médias, d'où ça peut créer certaines problématiques au niveau des relations publiques. Très important, on continue à voyager dans les autres provinces canadiennes et il n'y a pas d'isolement. Et ça, c'est important parce que on revient à l'aéroport et les gens nous posent des questions, puis là, je vais voyager et tout. Ben non, on a voyagé, on est allé à Toronto, on est allé à Vancouver, on est allé à Calgary. Évidemment, on ne peut pas dire la même chose pour les provinces maritimes parce qu'eux, ils ont créé une bulle et leur bulle est très difficile d'accès. Nicolas, tu parlais de tests, que tu as pu faire des tests. Même si la personne a un résultat négatif, il doit quand même avoir la période de 14 jours, à moins, comme je vous dis, que la santé publique vous dise quelque chose d'autre. Mais de façon générale, la règle, c'est que même si vous êtes testé, ce qui est une bonne chose pour le savoir personnellement et pour nos proches, mais il y a quand même un isolement qui doit être fait. La deuxième situation, il peut avoir un isolement, c'est la personne qui va être en attente d'un test ou d'un résultat d'un test. Donc, de façon générale, c'est que la personne qui va être en attente d'un test n'a pas à s'isoler, sauf s'il entre dans les 3 catégories que vous voyez à l'écran. Donc, je suis en attente d'un test, mais je présente des symptômes depuis au moins les 10 derniers, en fait, dans les 10 derniers jours, peu importe si c'est aujourd'hui ou avant-hier, peu importe. Si j'ai présenté des symptômes et je suis en attente d'un test, là, il faut vérifier quels symptômes j'ai. Alors, si c'est un symptôme qu'on dit principaux, fièvre, toux, difficulté à respirer, perte soudaine de l'odorat, à ce moment-là, je dois m'isoler, même si je suis en attente d'un test que ce n'est pas confirmé. Et si j'ai 2 des symptômes secondaires que vous voyez à l'écran, mal de tête, mal de gorge, etc., à ce moment-là, je devrais communiquer avec la santé publique pour leur dire ma situation. Et selon les symptômes, etc., la santé publique, on va vous donner le numéro de téléphone dans quelques instants, va pouvoir dire si cette personne-là, en attente du test, qui a 2 symptômes secondaires, devrait s'isoler ou pas. L'autre situation, c'est si le travailleur a été en contact avec un cas de COVID et qu'il est en attente d'un test. Donc, contact, on va le revoir souvent. C'est toujours être à moins de 2 mètres de distance pendant une période de plus de 15 minutes et sans les protections nécessaires. Donc, protection nécessaire, c'est sans une barrière physique, par exemple, ou les masques sont requis, etc. Donc, si je suis en attente d'un test et j'ai été en contact avec un cas, je dois m'isoler jusqu'au moment où je vais passer le test. Puis après, on verra le résultat du test. Et le dernier, comme on disait, c'est le travailleur qui revient de voyage. Il est en attente d'un test, il doit nécessairement s'isoler. Troisième situation, la personne qui a testé positif. Il est allé faire son test, il a le résultat, c'est positif. Alors, cette personne-là, minimum 10 jours, doit s'isoler. Jusqu'à quand il doit s'isoler?
il doit avoir minimum un 10 jours, mais il doit aussi répondre aux 2 autres critères que vous voyez à l'écran. Donc, absence de fièvre pour un minimum de 48 heures sans médicaments, parce qu'évidemment, c'est facile de ne pas avoir de fièvre si on prend beaucoup de Motrin. Et disparition des autres symptômes dans les derniers 24 heures. Donc, une fois que j'ai mon 48 heures, pas de fièvre, mon 24 heures sans symptômes et j'ai eu mon 10 jours d'écoulement minimal, là, à ce moment-là, je peux retourner au travail. Exception à la disparition des symptômes, toux et perte de l'odorat, ils peuvent perdurer ces symptômes-là. On voit là, même la perte de l'odorat, ça peut durer plusieurs semaines, voire des mois. Mais ça ne va pas l'empêcher de retourner s'il répond aux autres critères. Et tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas ces critères-là qui vont être remplis, bien, la personne doit être isolée. Ce que Geneviève a fait, c'est qu'elle a illustré la difficulté qui résulte avec les effets secondaires. Les effets secondaires, comme on le voit, un écoulement nasal, ça peut résulter de d'autres circonstances. Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui dit « je me sens courbaturé puis j'ai un écoulement nasal », qu'à ce moment-là, on est en présence de 2 effets secondaires, mais qui peuvent résulter de d'autres circonstances qui n'ont rien à voir avec la COVID. Et là, vous êtes pris avec la difficulté. Absolument. Mais il faut regarder aussi si c'est une toux qui est chronique, par exemple, ça ne devrait pas compter. Quelqu'un qui est un fumeur, qui a une toux constante ou de l'asthme, mais comme tu dis, il y a un nez qui coule. À l'époque où la saison des grippes débute, ça va devenir extrêmement problématique dans vos organisations. Et c'est pour ça qu'il faut être très clair dans la façon d'aborder ça. Et il y a un élément d'investigation, c'est l'emphase qu'on veut mettre. C'est qu'on ne peut pas simplement dire « oh, je me sens mal », puis « oh, mon nez coule ». Il faut quand même questionner depuis quand le nez coule, les courbatures, est-ce que vous avez fait de l'exercice hier, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous avez fait? Je suis allée monter le Mont-Tremblant, voilà. Ça serait normal. Donc, la 4e situation, il peut y avoir un isolement, c'est la personne qui a été en contact avec un cas de COVID. Contact, toujours même définition, notre moins de 2 mètres, plus de 15 minutes sans les protections nécessaires, avec une personne qui a la COVID, qui était contagieuse. Contagieuse, il faut savoir que c'est pendant 14 jours suivant notre contamination, on est contagieux. Et ça, même si on a des symptômes ou pas de symptômes. Donc, dès que j'ai été en contact avec quelqu'un, peu importe s'il y avait des symptômes ou pas, à ce moment-là, je suis considérée comme un contact. Maintenant, est-ce que je dois m'isoler ou pas? Là, on va regarder 2 scénarios possibles. C'est si j'ai développé des symptômes ou si je n'ai pas développé des symptômes. Si je n'ai pas développé des symptômes, je dois avoir un isolement préventif de 14 jours après le dernier contact. J'ai travaillé avec un collègue qui l'avait du lundi au vendredi. Je m'en suis aperçue le vendredi. On va commencer le 14 jours après le vendredi. Ce 14 jours-là d'isolement, c'est important de le noter, c'est même si on va tester négatif. Alors, c'est quand même très sévère ici. Là. Quand on a un contact, dès qu'on a été en contact, je n'ai pas de symptômes, je vais faire un test, je suis négatif, je dois quand même m'isoler pendant 14 jours. Il y a des règles spécifiques là, pour les personnes qui cohabitent ensemble, selon s'ils ont respecté ou pas les règles. Évidemment, quand c'est un jeune enfant, c'est un peu difficile de respecter ces règles-là. À ce moment-là, quand l'enfant va pouvoir cesser son isolement, moi, mon 14 jours va commencer. Donc, on est toujours dans les cas de contact, mais là, je développe des symptômes. Tout à l'heure, on avait un 14 jours si on ne développe pas de symptômes. Et là, étrangement, si je développe des symptômes, je devrais m'isoler dans les 10 jours depuis le début de mes symptômes. Je devrais ne plus avoir de fièvre depuis au moins 48 heures, puis le 24 heures aussi de pas de symptômes. Donc, oui, vous allez me dire, Geneviève, tu viens de me dire pas de symptômes 14 jours, symptômes 10 jours, vous avez bien lu. Mais, je transmets le message. Ouais. Mais il y a quand même une raison, c'est-à-dire que dans un cas, il y a une certitude, et dans l'autre cas, on est en attente de voir s'il va y avoir une éclosion. Hein. Je crois que même le 14 jours, on doit le faire, même si on a un testé négatif. Oui. Mais bon, alors… Mais quand on teste négatif, on peut quand même développer la COVID. Non, mais parce que au moment où le test est pris, et le virus est passé développer dans le système. Alors, voilà. Donc, je donne l'exemple classique. J'ai attrapé la COVID 5 minutes avant que j'aille passer mon test. Le test ne le révélera pas. On veut éviter d'autres contagions, notamment dans les milieux de travail. Donc, c'était pour nos cas de contact. Le dernier cas, c'est nos cas où je n'ai pas passé de test, je n'ai pas été en contact, mais je présente des symptômes. Alors, encore une fois, ça va dépendre de la réponse, savoir si on s'isole ou pas, selon les symptômes qu'on a développés. Si c'est dans les symptômes principaux qu'on a parlé tout à l'heure, qu'on voit à l'écran, à ce moment-là, ça va être un minimum de 10 jours. Puis, on va devoir attendre au moins 48 heures, pas de fièvre, au moins 24 heures, pas d'autres symptômes pour pouvoir
retourner faire nos activités. Si par contre, c'est dans les symptômes que vous voyez à l'écran qui, eux, sont les effets secondaires, en fait, des symptômes secondaires, il faut en avoir au moins 2 et on va communiquer avec la santé publique pour vérifier si on doit quitter le travail, etc. Un petit mot sur les enquêtes de la santé publique. Si le travailleur est confirmé positif, il doit informer son employeur. C'est dans ses obligations à lui de collaborer et de vous en faire part. Et ensuite, vous allez reprendre la balle au bon. Vous allez devoir communiquer avec la santé publique. Vous avez le numéro à l'écran. On l'a testé quelques fois, ce numéro-là, ouais. Et c'est quand même assez rapide. Puis, on a eu des situations où des clientes nous ont demandé d'écouter la conversation parce qu'elles voulaient qu'on les conseille après. Je dois dire que tout récemment, il y a une cliente devant moi, elle participe ce matin, donc elle va se reconnaître. Elle a été questionnée, puis j'étais en attente. Alors, j'étais à côté d'elle, j'entendais les réponses qu'elle devait donner. C'est assez élaboré comme questionnement, mais notez que vos réponses sont notées. Donc, si vous faites des affirmations concernant votre organisation, sachez qu'ils sont capables d'aller puiser dans ces affirmations-là, même plusieurs mois en arrière. Donc, la santé publique va prendre, c'est elle qui va prendre la balle au bon, va faire son enquête, va vérifier est-ce qu'il y a d'autres travailleurs qui ont été assez en contact, des contacts étroits avec le travailleur qui a des symptômes, que la COVID, pour justifier son retrait. Ayez en main une liste de vos travailleurs avec les journées qui ont travaillé, les quarts de travail, les coordonnées pour accélérer là, le processus. Donc, ici, ce qu'on va regarder, c'est les conséquences pour le travailleur en cas de manquement aux règles de santé et sécurité. Sachez qu'on a appelé ça ici la première partie. Il y a donc des éléments, des composantes de ce que je vois avec vous ce matin, de ce que nous examinons, sur lesquels on va devoir revenir. Je rappelle la double obligation du travailleur, c'est qu'il prenne les mesures pour se protéger, mais qu'il prenne aussi des mesures il doit avoir à ne pas mettre en danger les personnes autour de lui. Les personnes autour de lui, c'est des collègues, mais n'oubliez pas, c'est des fournisseurs, c'est des clients, c'est des gens du public aussi. Ce qu'on inclut dans cette obligation-là, c'est évidemment respecter les mesures de prévention, celles que l'employeur met en place. Les mesures de la santé publique sont incluses dans ça. Et très important, vous voyez la troisième étoile, c'est informer l'employeur des risques. Donc, est-ce qu'il a été en contact avec un corps conformé? Il a une obligation positive de vous en informer. Et son observation aussi de ce qui se passe dans son milieu de travail. Il a l'obligation, s'il constate qu'il y a des pratiques qui mettent à risque la santé des autres, d'en informer l'employeur. Ce n'est pas toujours dans son intérêt, mais il doit le faire. Il doit le faire. Bon, les conséquences en cas de manquement, sanctions civiles, pourquoi? Un client vient chez vous et est contaminé par un employé qui a été négligent à divulguer sa condition. Le client peut poursuivre l'employé en question directement devant le tribunal. Les sanctions pénales de la loi sur la santé et sécurité au travail, de la loi sur la santé publique. Mais ce qu'on veut surtout voir, et c'est l'élément, comme je dis, sur lequel on va devoir faire un retour quant à certaines composantes, c'est évidemment des sanctions disciplinaires ou administratives. Je vous les énonce, mais comme je vous dis, il y en a là-dedans qu'on aura l'occasion d'avoir plus de détails. C'est le refus de se soumettre aux mesures de prévention. Exemple, ne pas répondre aux questionnaires, refus de porter le masque, fournir des fausses informations. Donc, si vous lui posez la question, avez-vous été en contact? J'ai entendu dire que votre fils a la COVID. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Puis il vous donne une fausse réponse. Il s'expose à des mesures disciplinaires. La gradation des sanctions s'applique, mais notez ici, le concept de faute grave peut vite être atteint. Et l'employeur peut exiger qu'un salarié reste à la maison. Ça, c'est clairement le cas parce que, n'oubliez pas, vous avez l'obligation de protéger les autres. Donc, vous pouvez dire qu'il y en a un qui doit rester à la maison. Et on peut forcer un salarié à passer un test de dépistage. Ça aussi, c'est un élément sur lequel on aura à faire un retour. Et n'oubliez pas, c'est quand même important que l'employeur aussi a ses obligations. Il y a des sanctions civiles, sanctions pénales, mais surtout, comme on le voit tous les jours, et Geneviève en faisait mention, il y a les conséquences médiatiques. Tout à fait. Un dernier mot sur les programmes gouvernementaux. Donc, comme vous savez, la PCU a pris fin. Il y a eu certains ajustements au niveau de l'assurance emploi, mais il y a 3 nouveaux programmes qui ont été lancés. Je vous les résume très brièvement là à l'écran. Vous avez les différents critères, mais vous devez quand même en avoir connaissance. Prestation canadienne de la relance économique, c'est pour des gens qui vont avoir perdu leur emploi ou au moins 50% de leurs revenus, qui ne sont pas admissibles à l'assurance emploi. Et évidemment, c'est une situation non volontaire, ce n'est pas quelqu'un qui a démissionné. Alors, la personne va pouvoir avoir 500 $ par semaine, donc un premier bloc de 2 semaines
jusqu'à un maximum de 13 périodes comme ça, donc jusqu'à 26 semaines. Première demande pour 2 semaines et ensuite, on y va comme ça de bloc en bloc si la situation se perdure. Les 3 programmes en question vont prendre fin le 25 septembre 2021. Pour ce qui est de la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, là, c'est le cas où l'individu, lui, a contracté la COVID, où il est en isolement préventif en raison de la COVID. Qui peut dire que tu devrais être en isolement préventif? Évidemment, les médecins, santé publique, etc., mais aussi l'employeur, que c'est bon à savoir que le gouvernement dit l'employeur peut dire que tu devrais être en isolement préventif, selon notamment les règles qu'on a vues tout à l'heure. Alors, encore un 500 $ par semaine pour maximum 2 semaines, par contre, cette fois-ci. Le troisième programme, c'est pour la relance économique pour proches aidants. Donc, c'est des gens qui vont devoir s'absenter du travail pour prendre soin d'un enfant de moins de 12 ans ou d'un proche qui a besoin de supervision. Encore une fois, on a un 500 $ par semaine qui est prévu, maximum 26 semaines. Donc, c'est semaine en semaine qu'on doit faire les demandes. Et toujours pas non plus d'autres paiements par l'employeur, assurance emploi, etc. Et, on vous remercie. Je veux mentionner une chose importante. Nous, à l'écran, on voit apparaître vos questions. Donc, dans la mesure où on les voit, puis on les intègre à notre présentation, il y en a certaines qui étaient des situations un peu plus particulières. On a reçu, donc on va répondre sur une base individuelle, 2. Mais troisièmement, ce que je voulais dire, n'oubliez pas que ces questions-là nous servent aussi d'assise à la préparation de la partie 2, parce que j'ai vu qu'il y a un certain nombre de questions qui méritent un développement plus élaboré que le court temps que j'aurais pu consacrer à y répondre. Donc, on les reprend, on les intègre dans le webinaire et à ce moment-là, on les approfondit avec vous. Merci beaucoup. Merci et bonne semaine.